De Valence. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous voulez réagir aux propos de nos intervenants, Odon Vallée, Gino Well et Céline Pina. Oui. Je viens d'écouter donc et j'ai entendu parler de défiance vis-à-vis du politique. Moi, je vais vous parler un petit peu avec mes tripes aujourd'hui parce que hier, en apprenant donc la nouvelle de l'égorgement de ce pauvre homme, j'ai été pris d'un grand coup de colère personnellement. Et je crois que le mythe de l'unité nationale autour de nos responsables politiques est en train de s'effondrer progressivement. Et je crois que les Français en ont marre, mais vraiment marre. Hein. On l'a entendu sur le répondeur de Sud Radio, et l'unité nationale depuis l'attentat du 14 juillet, elle est plus franchement au rendez-vous. C'est ça. Moi, je suis amené par ma profession actuelle à parler avec de nombreuses personnes. Je peux vous dire que les réactions aux attentats sont très violentes. Et étant moi personnellement dans le jeu politique, j'ai été obligé donc de modérer un petit peu mes réactions et de raisonner en essayant de développer une analyse, correcte et qui soit pas dans l'excès. Et ce qui me dépasse, c'est qu'on parle de guerre de religion. En fait, il faut voir un petit peu plus loin que ce cadre-là. On est en guerre tout court, et ça ne vient pas de la religion elle-même. Il ne faut pas opposer la religion, admettons, si on prend le camp occidental, le catholicisme, protestantisme, contre islamisme. Ce n'est pas le cadre de réflexion à mes yeux. Hein. Moi, je vois des enjeux géopolitiques, je vois des enjeux de guerre simplement armée sur les terrains. Je vois des enjeux de manipulation. Par exemple, j'aimerais que le peuple français demande des comptes, et c'est d'ailleurs ce qui va probablement arriver un jour ou l'autre, demande des comptes à M. Fabius. Pourquoi est-ce que M. Fabius, ministre des Affaires étrangères en fonction, se permet de dire le Front Al-Nosra fait du bon travail en Syrie, alors que le Front Al-Nosra est lié directement à l'État islamique. Ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Rappelons-nous quand même qu'il y a 3 ans, si Obama avait dit oui, la France serait certainement allée faire la guerre à Bachar al-Assad, donc aux côtés de Daesh. C'est une vraie question. Oui. Pourquoi est-ce que récemment il y a eu divulgation de mails privés d'Hillary Clinton disant qu'il faut déstabiliser le Moyen-Orient et mettant en œuvre des manœuvres pour déstabiliser le Moyen-Orient, et qu'on ne se pose aucune question alors qu'on suit majoritairement la politique américaine sur ces questions? Pourquoi est-ce qu'on traîne encore avec les représentants de l'Arabie Saoudite et qu'on ouvre des possibilités de financement de nos mosquées par des pays qui soutiennent Daesh? Pourquoi est-ce qu'on a soutenu pendant des années la Turquie? Je vous coupe, vous parlez de l'Arabie Saoudite, on pourrait éventuellement évoquer le Qatar. Oui, aussi, également. Pourquoi? Alors moi, il y a un truc qui me dépasse absolument. Et hier, il faut faire court, Maxime, parce qu'après on doit faire une pause. D'accord, je termine là-dessus. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy se permet de venir nous donner des leçons, alors qu'il est quand même, et donner des recommandations au gouvernement, alors qu'il est celui qui a déstabilisé la Libye en 2011. Les Français en ont marre, on peut pas se ranger derrière un gouvernement qui est responsable en grande partie de ce qui s'est passé. Il faut maintenant renouveler le jeu politique, il faut maintenant renouveler les responsables, et il faudrait, s'il y avait un petit peu de dignité, que nos responsables actuels, donc ministre de l'Intérieur, Premier ministre et ministre de la Justice, démissionnent pour faire place à de nouvelles personnes. C'est pas possible que les choses restent ainsi. Voilà. J'ai essayé de faire au plus court. Mais c'est très bien, Maxime, parce que la pub va partir dans quelques secondes. Je vous remercie beaucoup et je vais faire réagir nos invités juste après cette courte pause. Sud Radio, le grand référendum. Philippe David. Vivons-nous le début d'une guerre de religion? C'est le 3e sujet de ce grand référendum exceptionnel sur Sud Radio ce matin. Fabien Tacquart-Blanchin, est-ce que les internautes disant oui, il y a une nouvelle guerre de religion sont toujours aussi majoritaires? Oui, pour vous, chers internautes, nous vivons une nouvelle guerre de religion. À l'inverse de ce que vient de dire Maxime, l'un de nos auditeurs, pour vous, c'est un oui franc puisque vous répondez à 74% par la positive. Ça a donc baissé de 3%. Gino Well, vous avez entendu Maxime qui a dit des choses très intéressantes. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas quand même des amitiés un peu douteuses, j'utilise le mot avec beaucoup de pudeur, du côté du Proche et du Moyen-Orient? Ça me paraît tout à fait évident. Mais j'aimerais surtout justement ajouter sur ce point, moi, à mon sens, je crois que si on a ces amitiés justement un peu coupables, en vérité, c'est aussi parce qu'en France, on a une vision de la laïcité qui, je crois, commence à être, en tout cas celle que nous connaissons, commence à être un peu passée de mode. L'islam est en train réellement de nous réinterroger sur la laïcité. Je crois qu'on sera obligé de faire cette analyse. Et s'agissant des mosquées construites avec l'argent qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire du Moyen-Orient, bien sûr, notamment d'Arabie Saoudite. Et c'est un peu de notre faute. On voit les difficultés aujourd'hui
notamment pour s'installer, pour installer une mosquée. En plus, l'État ne peut pas financer. Alors que sans doute que s'il y avait des possibilités de financement par l'État, peut-être que ça nous permettrait aussi de mieux contrôler qui va prêcher ensuite dans la mosquée. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, pour moi c'est surtout fondamental, c'est le problème de la formation des imams, dont parlait tout à l'heure Odon Vallet, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Le problème c'est qu'en France on ne peut pas se former. Les imams actuellement formés en France, ils sont formés à l'Institut catholique de Paris, ça reste quand même quelque chose d'assez formidable. Et de même pour les chrétiens. Aujourd'hui vous ne pouvez pas étudier la théologie en France. Si, à Strasbourg, mais sinon l'État ne reconnaît pas la théologie. Parce que Strasbourg est encore sous le régime du Concordat, puisque l'Alsace-Moselle était allemande lors de la loi de 1905. Je rappelle ça pour nos auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Et donc de fait, je crois qu'il va falloir repenser un peu tout ça, parce que on le voit aujourd'hui, ça n'est plus tenable. On peut plus dire regardez, ces régimes sont absolument autoritaires, les femmes n'ont aucun droit. On lapide les personnes adultères, on pend les homosexuels entre autres. Et puis d'un autre côté, on les laisse quand même former en même temps des imams, on les laisse financer des mosquées, et puis tout va bien. Ils achètent nos armes en plus, donc vous comprenez que là, je pense que effectivement, il y a une vision sans doute globale qu'il faut avoir, mais aussi une vision plus nationale. Je pense réellement que ce que nous vivons aujourd'hui montre en partie que la loi de 1905, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de musulmans en France métropolitaine. Aujourd'hui, il y en a. Et ce sont souvent des gens qui ont des origines de nos anciennes colonies. Et donc, il faut réfléchir à notre nouveau rapport. C'est d'ailleurs pas... enseigner le fait religieux à l'école, c'est pas faire de la religion. Aujourd'hui, le problème, c'est que en partie, on ne peut pas, parce qu'on a une vision parfois très restrictive de la laïcité, parler du fait religieux. Tout de suite, on pense qu'on va basculer dans... Je voudrais faire réagir Odon Vallet, Gino Noël. Oui. Odon Vallet, vous avez entendu Gino Noël, vous avez entendu Maxime. Oui. Cette diplomatie du carnet de chèques, avec notamment l'Arabie Saoudite, qui fait se répandre l'islam wahhabite dans tout le Proche et le Moyen-Orient, c'est quand même une amitié un peu particulière, non ? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En Arabie, soit l'Arabie Saoudite, soit certains Émirats, il y a des connivences entre les régimes politiques et les djihadistes violents par le biais de certaines associations dites humanitaires ou par le biais de toutes sortes de grandes fortunes privées. Tout cela est absolument vrai. Le problème, c'est que ce sont des clients importants pour nous, notamment pour les armes. La diplomatie du carnet de chèques. Et pour le pétrole, bien entendu. Et donc, d'une certaine façon, nous avons d'excellentes relations avec des pays qui financent le terrorisme. Ça, c'est tout à fait coupable. Mais je vais devoir vous quitter bientôt. Je voudrais vous dire aussi quand même que nous devons lutter à fond contre ce terrorisme, bien entendu. Il faut peut-être aussi éviter de prendre des mesures trop générales et trop contraignantes, car on l'oublie. Mais à l'heure actuelle, il y a une véritable crise épouvantable dans le tourisme, dans certaines professions, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les cafés, les hôtels. Il y a des entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan et les terroristes risquent de gagner sur un point, c'est qu'ils rendent la situation économique et sociale du pays encore plus difficile. Moi, je vois à Paris, il y a déjà des milliers d'employés qui ont été remerciés. Il y a des entreprises qui vont peut-être tomber en faillite. Il faut absolument continuer à sortir, à vivre, à dépenser, en prenant bien sûr des précautions, en étant vigilants. Mais de grâce, ne restons pas chez nous, sinon ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. Et ça serait une victoire pour Daesh. Et sinon, ce seront les terroristes qui auront gagné si on ne sort plus, si on ne va plus au concert, si on ne danse plus, si on ne va plus au stade, si on ne fait plus la fête, parce que ça fait partie de notre culture et de notre tradition. Vous devez nous laisser. Je vous remercie beaucoup, Odon Vallet, d'être venu dans le référendum. Merci mille fois à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup, Odon Vallet, d'être venu dans le grand référendum. Céline Pina, vous avez été élue de banlieue pendant longtemps. On a parlé des financements, notamment saoudiens, des mosquées. Vous y avez été confrontée, vous ? Oui, bien sûr.
En fait, à chaque fois qu'on va vous expliquer que pas du tout la mosquée, on l'a construite en faisant des quêtes sur les marchés, c'est du pipeau complet. Ce qui ne veut pas dire, au demeurant, que des croyants ne versent pas d'obol pour construire la mosquée. Mais les vrais financements, ils viennent en général de la Ligue islamique, de l'Arabie saoudite, voire du Qatar. Ça dépend après par quel circuit les financements arrivent chez nous. Et bien entendu, il y a quelque chose sur lequel il va falloir travailler, c'est que l'argent a toujours été le nerf de la guerre. Or, aujourd'hui, pour construire ces mosquées, qui ne sont pas que des mosquées, qui sont des véritables petits centres dans lesquels on met maintenant quasiment de façon systématique une soi-disant école pour apprendre l'arabe, qui n'est pas une école pour apprendre l'arabe, c'est des cours de Coran de la façon la plus abétissante qui puisse être. On a vraiment, en fait, la mosquée alimente tout un système qui permet finalement de prendre la mainmise sur une communauté. Quand les mosquées sont particulièrement intégriste, ça devient extrêmement dangereux. Ensuite, il y a un certain nombre de choses, moi, qui m'ont surpris. Alors oui, à un moment donné, quand vous avez des pays qui sont des semeurs de guerre civile et qui travaillent à votre propre déstabilisation, peu importe les relations commerciales, la souveraineté, c'est quelque chose qui ne se monnaie pas, et il est temps peut-être de commencer à être un petit peu intransigeant. Comme disait Pierre Mendès France, on ne transige pas avec l'intégrité de la République. Exactement. Et il faut vraiment arrêter de transiger avec ça. Deuxièmement, la vision de la laïcité passée de mode, alors là, je suis assez surprise, parce qu'à la fin, la laïcité, c'est à la fois une protection pour les religions et une protection pour l'État. Je rappelle qu'on a aussi des risques de césarisme, c'est quand l'État intervient pour dire quel doit être le canon d'une religion. Mais vraiment sur le fond. Aujourd'hui, quand on dit que l'islam interroge la laïcité, l'islam, je ne sais pas. L'islamisme, c'est sûr. Quelle est la première réclamation des islamistes? C'est finalement réclamer que les êtres humains ne soient plus égaux en droit. Et ça passe par la question de la femme. Parce que derrière le foulard, c'est la revendication d'une inégalité en droit de la femme par rapport à l'homme. Et cette inégalité en droit, après, elle se décline en fonction d'autres appartenances. L'idée, c'est de faire en sorte que l'appartenance communautaire soit la seule créatrice de droit et pas l'appartenance nationale. Mais si à un moment donné, on ne partage plus rien avec les gens qui vivent sur le même territoire, parce que cette égalité en droit vient du fait que nous partageons une humanité commune. Si on casse tous ces systèmes-là, moi je peux vous dire que derrière c'est la sécurité sociale qui se casse la figure, parce que pourquoi payer pour d'autres si on ne doit être qu'avec ceux qui nous ressemblent? Donc on est en train, sous prétexte de vouloir aménager soi-disant la laïcité, on est en train de casser tout ce qui fait notre République indivisible. Céline Pina. Le problème est là. Céline Pina, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes militante et essayiste et auteur du livre Silence coupable, publié aux éditions Quiro. Gino Well, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur chez Goliath. Dernier point sur sudradio.fr, Fabien Tacquart-Blanchin. 72%, vous êtes 72% à estimer que c'est le début d'une guerre de religion. Vous avez été nombreux à voter avec cette évolution donc qui termine à 72%.